Bonjour à tous, Dr Benjamin Hidalgo. Donc, nous voici pour la suite du cours sur la cheville, donc pour la deuxième partie, qui va donc concerner le traitement articulaire des articulations de la cheville. Donc, dans la première partie, on a introduit différents tests qu'on peut utiliser, qui sont reproductibles en général, pour la plupart, et validés. Voilà, toutes les études n'ont pas encore pu mener à étudier tous les différents types de tests. Et donc on retiendra qu'on se méfiera, même si c'est partie de la thérapie manuelle, on se méfiera de la perception de la raideur ou de la perte de mobilité. Et on va s'en méfier, mais on va quand même devoir essayer de traiter le patient parce qu'il est devant nous. Et donc utiliser la combinaison de différents tests pour avoir des clusters pour essayer d'améliorer la précision diagnostique. Sur base du diagnostic qu'on va avoir, on va planifier un traitement et on va utiliser différents concepts. Et avant d'aborder ça, je vais juste un petit peu discuter de 2-3 éléments avant d'aborder vraiment la pratique, notamment sur ce qu'on appelle les chaînes cinétiques, qui sont donc des chaînes articulaires couplées qui fonctionnent ensemble lors d'un mouvement fonctionnel. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi des chaînes musculaires, ici par exemple, qui interviennent pour mobiliser forcément ces articulations lors des différents mouvements. Donc c'est vraiment intriqué, tout ce qui est planète articulaire, myofaciale et contrôle moteur, avec ces chaînes cinétiques et ces chaînes musculaires lors du mouvement. Alors, en termes de chaînes cinétiques, donc c'est un concept plutôt biomécanique qui peut être utilisé dans différentes conditions cliniques, notamment pour les troubles musculo-squelettiques ou les problèmes aussi au niveau plutôt sportif, éventuellement pour la rééducation plus en relation avec les problèmes sensorimoteurs ou de contrôle moteur, voire même pour tout ce qui est plutôt orthèse ou prothèse. Donc c'est un vieux concept qui date de 1875, développé par un ingénieur, qui a été repris un peu plus récemment en 1995, qui a adapté un petit peu ces théories à l'analyse du mouvement humain dans les activités sportives et les exercices par rapport à certains patterns spécifiques. Et donc ces chaînes cinétiques, c'est la combinaison successive de différentes articulations qui sont couplées, d'accord, et qui constituent une unité motrice qui est complexe. Alors, ces chaînes cinétiques peuvent être ouvertes ou fermées. Donc ouvertes, simplement, je viens pousser comme ceci dans le vide, donc ça sera plutôt ouvert. Et si je fais le même mouvement comme ceci contre un mur, si je pousse contre un mur, voilà, j'aurai une chaîne plutôt dite fermée, donc forcément on peut adapter ça au niveau du pied, au niveau des appuis, au niveau du sol. Si je fais une extension du genou, ou bien si je fais un squat, en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. Donc par rapport à ça, donc ici ça fait donc plus que 20 ans que ces chaînes fermées, surtout, donc quand il y a un appui avec le membre inférieur, et donc ici le pied avec le sol, sont utilisées donc pour la rééducation, dans les premières rééducations, et dans la stimulation fonctionnelle, et aussi dans tous les exercices plus fonctionnels, par exemple type crossfit ou haltérophilie, etc. Et donc c'est vraiment un outil qui est intéressant, ces chaînes cinétiques fermées pour rééduquer un patient, soit après un traumatisme, une opération, ou même dans la prévention des troubles musculo-squelettiques tout simplement. Et donc simplement quand on va faire un squat, ici, eh bien, quand on fait un squat, il y a différentes articulations qui interviennent. On va ici parler que du membre inférieur, d'accord, mais on pourrait vraiment faire une extension vers le rachis et les épaules. Si on utilise par exemple le Functional Movement Screening, c'est ce qu'ils font lors du deep squat, d'accord. Et donc cette notion de chaîne cinétique ou d'interdépendance régionale peut aller assez loin, elle peut passer du cadran inférieur, aller jusque dans le cadran supérieur, éventuellement. Alors nous on va se limiter ici dans le cadre du cours au niveau du cadran inférieur, et au niveau du cadran inférieur jusqu'au niveau de la hanche, d'accord. Mais il y a une très grande relation déjà entre la hanche, sacro-iliaque et rachis lombaire, interdépendance régionale à ce niveau-là qui est très importante
chez les patients lombalgiques notamment, qu'on ne va pas aborder en cadre du cours ici, parce que c'est plus un cours pour la lombalgie. Donc ici, ça va être cheville, genou et hanche. Et donc quand je fais un squat, eh bien, il y a des mouvements qui arrivent simultanément dans différentes articulations, aussi bien au niveau de la hanche, du genou que de la cheville, d'accord. Et cheville, ça veut dire toute l'articulation tibiotalienne, tibiofibulaire et sous-talienne, voire le médio-pied aussi. Et donc on a vraiment tout un ensemble de mouvements qui va se passer là, qui va se passer au niveau du genou et au niveau de la hanche. Et à travers ces différentes articulations qui vont être engagées dans cette chaîne cinétique, il doit y avoir un contrôle moteur, une stabilisation des différents muscles qui entourent et qui gèrent cette articulation, notamment aussi les muscles biarticulaires qui vont couvrir deux articulations. Et donc ça, c'est une chaîne cinétique très facile à comprendre dans le cadre d'un squat. Et souvent, d'ailleurs, ce qui peut empêcher la bonne réalisation d'un squat, c'est justement, et c'est pour ça qu'on va un petit peu axer plus le cours là-dessus, c'est justement des problèmes au niveau de la cheville, notamment des problèmes de raideur en flexion dorsale, qui vont avoir un impact sur l'aspect fonctionnel du squat et des répercussions au niveau du genou et de la hanche. Et par extension, qui pourront en avoir aussi dans d'autres parties du corps. Et donc ça, on le voit vraiment très souvent en clinique. C'est décrit aussi dans la littérature aussi d'ailleurs. Et au sein du labo, on a fait une étude avec Julien Lebleu il y a 2 ou 3 ans maintenant, il y a 2 ans, c'était en 2018, voilà, sur justement ce lien. On voulait démontrer ce lien qui existe entre la limitation en flexion dorsale de la cheville et l'impact que ça peut avoir sur la cinématique du membre inférieur, donc sur les patterns de mouvement, dans cette idée de chaîne cinétique. Et donc voilà, ici on avait pris des sujets simples, et on avait demandé une tâche de step down, d'accord, que j'ai expliqué au premier cours ici, frontal step down, et on avait limité artificiellement la flexion dorsale en mettant une cale, bon, c'est une cale qui est plus loin, qui est jusque dans le médio-pied ici, et qui permettait donc de déjà engager de la flexion dorsale, et on comparait le step down test dans une condition standard, sans limitation de la flexion dorsale, sans engagement, si vous voulez, et avec cette cale qui réduisait donc forcément le champ d'amplitude en flexion dorsale. Et on a utilisé un appareil Elite BTS, donc avec des caméras auto-électroniques et des marqueurs qui vont modéliser ici tout l'individu. On voit tout le tronc ici, le bassin, les hanches, le membre inférieur, le genou et la cheville, donc de face. Ici, on voit donc de profil la cheville, le genou, la hanche, le bassin, le tronc et les épaules. Et donc, on a modélisé ça et on a analysé justement en plusieurs sujets, une quarantaine, entre une tâche, entre guillemets, sans cette limitation de dorsiflexion et avec la raideur imposée. Et on a vérifié la reproductibilité, enfin, on a fait plein de mesures psychométriques, et donc c'est reproductible et ainsi de suite. Mais le but ici, si vous voulez lire l'article en détail, vous allez regarder, prenez le lien ici, et c'est sur le Surgigate, vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit, et vous aurez tout le détail de l'étude. Alors ce qui est intéressant surtout, c'est que quand on a fait donc, cette étude-là, on a pu voir donc que le pattern du mouvement du membre inférieur ici était affecté par cette limitation en flexion dorsale de la cheville. Et donc, comme cette limitation est souvent rencontrée en conséquence, entre guillemets, en séquelles d'entorse post-traumatique, ça nous semble intéressant d'évaluer le frontal step-down test déjà, d'utiliser ce test-là au niveau clinique, et ça nous semble intéressant d'évaluer justement cette flexion dorsale et de la travailler pour améliorer. Alors qu'est-ce qu'on peut voir par exemple en gros, comme je l'ai dit, si vous avez plus de détails, allez lire l'étude, mais ici par exemple, dans un graphe 3D, c'est le déplacement du centre de masse. Donc en vert c'est en conditions standard, d'accord, et en rouge c'est en conditions expérimentales. Et donc on voit clairement ici que dans l'axe, en tout cas ici antérieur, on a vraiment un grand shift ici entre les patterns. D'accord, donc on voit vraiment qu'on a un impact important sur la position du centre de masse lors de l'exécution du mouvement, lors de la flexion, à l'aller et au retour. Okay, donc ça c'est assez visible. Après on a utilisé, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'on appelle des graphes qui permettent d'extrapoler le contrôle neuromusculaire, le motor control, et pour ça, en fait, on prend une variable vitesse sur une variable amplitude
d'un même segment, ce qu'on a calculé à partir de notre modèle. Et donc en vert, c'est en conditions standards, et en rouge, c'est tous les sujets, et en rouge, c'est conditions modifiées pour tous les sujets. Qu'est-ce qu'on voit dans le plan sagittal? On voit déjà qu'il y a une grande différence entre le vert et le rouge, d'accord? Au niveau de la cheville, forcément, quand on met la cale, d'accord? Sans cale en vert, quand on met la cale en rouge. Donc le contrôle ici, moteur de la cheville, l'extrapolation de cette variable moteur-contrôle par ce type d'analyse qualitative, nous permet déjà de voir une nette différence au niveau de la cheville. Par contre, au niveau du genou, dans le plan sagittal, on ne voit pas de grosses différences dans le plan sagittal par rapport à ça, de stratégie de compensation éventuellement. Et au niveau par contre de la hanche, on voit qu'à l'extrémité de la hanche, ici, on a une augmentation ici, d'une part, enfin surtout de l'amplitude, plus que de la vitesse, on a surtout une augmentation de l'amplitude de la hanche pour compenser quelque part cette perte de mobilité qu'on a ici au niveau de la cheville. Donc on voit qu'une répercussion, une raideur de cheville va avoir un impact en flexion dorsale sur la mobilité de la hanche et sur le contrôle moteur de manière générale. Ici c'est dans le plan sagittal. Si on prend dans le plan frontal, au niveau de la hanche, ici, là on voit de nouveau aussi une grande différence d'amplitude au niveau de l'adduction de la hanche en conditions expérimentales. Donc ça c'est assez marquant, on le voit assez bien. Et par contre, au niveau du plan transversal, au niveau des rotations, on n'a pas une différence tellement marquée. Mais donc on voit quand même que dans le plan sagittal et dans le plan frontal, on a un impact assez important sur la hanche, ici, par rapport à ça. Donc ça montre ce lien un peu de chaîne cinétique qui va jusqu'ici, dans notre étude, jusqu'au niveau de la hanche. Alors, maintenant on va rentrer dans les concepts de traitement, et donc par rapport à tout ça, on va essayer de faire des traitements. Alors je ne vais pas présenter tous les concepts en détail, parce que vous êtes censé connaître une bonne partie des concepts. Et donc il y a le concept évidemment Maitland, qui est un concept australien, bien connu. Et on a dans ce concept-là des mouvements accessoires, des mouvements physiologiques. Et on va travailler aussi bien l'un que l'autre, mais voilà, assez bien quand même sur les mouvements accessoires pour améliorer ce mouvement physiologique. Alors quand on fait ce concept Maitland, on doit savoir dans quelle direction on va travailler, quel est l'effet qu'on désirait en termes de ce qu'on veut travailler la douleur, est-ce qu'on veut travailler la raideur ou bien les deux, quelle est la position de départ à laquelle on va commencer le traitement en fonction de l'irritabilité du patient, s'il est très irritable, peu irritable par exemple, quelle est la méthode d'application que je vais mettre en termes d'amplitude, en termes de durée de la technique. Donc il faut savoir que dans les études en général qu'on a sur Maitland sur le membre inférieur, il faut quand même appliquer la technique pendant 2 à 3 minutes pour avoir l'effet antalgique, le temps que les mécanismes de douleur se mettent en place. Et comment est-ce qu'on va pouvoir progresser dans la technique en termes de durée, de fréquence, de rythme et de position du patient pour être plus fonctionnel et arriver vers le mouvement qui pose problème au patient. Donc rappelez-vous ce fameux signe comparable ou Patient Specific Functional Scale. On va essayer d'arriver à améliorer ce paramètre-là chez le patient parce que c'est pour ça qu'il vient vous consulter. Et donc le but, à un moment donné, quand le patient est désensibilisé, c'est d'essayer de travailler le plus possible, le plus proche possible de la position fonctionnelle qui gêne le patient et de l'améliorer. Et ça, peu importe le concept. Alors, on peut avoir différents types de glissements dans les mouvements accessoires, antéro-postérieur, postéro-antérieur, crânial, caudal, crânial, distraction, interne, externe ou médiale et latérale. On a différents grades de mouvement dans le concept Maitland, grade 1 à 2. Donc c'est des grades assez légers. Là, on va travailler plutôt donc le patient sera irritable pour stimuler les mécanismes de douleur. Et donc on a quand même des preuves scientifiques de ces mécanismes hands-on, notamment Joel Biolowski qui a beaucoup étudié ça. C'est une cascade de réactions neurophysiologiques qui va se mettre en place suite à cette stimulation mécanique. Et donc on sort assez bien maintenant de cette croyance purement biomécanique, mécanique qu'il y a eu pendant plusieurs décennies. Et on sait que cette sollicitation mécanique des tissus, de tous les tissus qu'il y a autour de l'articulation et dans l'articulation, va surtout générer une cascade de réactions neurophysiologiques et c'est ça qui va donner essentiellement les effets thérapeutiques. Alors ensuite on a les grades 3 et 4 qui sont des grades où on va plus travailler la raideur des structures qui entourent l'articulation. On aura des effets aussi antalgiques évidemment, mais là l'objectif sera aussi en plus de travailler la raideur,
et donc d'essayer, c'est l'aspect plus subjectif, de voir si on a l'impression que l'articulation devient plus souple, ou simplement de voir si nos tests fonctionnels qu'on va faire après vont s'améliorer, comme le weight bearing notch test, donc la distance gros orteil mur. Si on travaille sur du grade 3 ou du grade 4, on espère pouvoir avoir un impact sur ce test fonctionnel, sur le front squat aussi, sur le step down, front step down aussi, on espère avoir un impact dessus. Et donc, si on ne le ressent pas dans la main, ce qui est, comme je dis, très subjectif, on va le vérifier par des tests fonctionnels qui sont plus objectifs. Alors, on peut varier la fréquence aussi, bon, c'est très australien, cette manière de travailler de manière très rythmique. Il y a plein d'autres concepts en thérapie manuelle où on travaille de manière tout simplement continue et on augmente la profondeur, donc le grade, mais de manière continue. Au niveau Maitland, c'est très rythmique. En général, le grade 1 et le grade 4, qui sont des grades assez courts, c'est plutôt du 2 Hz, donc 2 mouvements par seconde à peu près. Et les grades 2 et 3, qui sont des ranges plus importants, c'est plutôt, en général, plutôt un mouvement par seconde. Voilà, ça dépend un petit peu, et comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui font ça de manière continue, d'autres qui varient encore le rythme. Chaque expert, quelque part, développe ses propres skills manuels. Ce qui est important, c'est surtout de vérifier les effets sur le patient. Donc voilà, ici encore une autre indication des grades 1, 2, 3 et 4. Donc ça, je vous laisserai lire en fonction de l'irritabilité du patient. On va faire des progressions dans les grades de 1 à 4, de 1 à 5 même, on peut faire des manipulations. On verra ça dans la technique pratique après. Donc 1 à 4, c'est des grades où on va mobiliser, on ne va pas chercher un phénomène de cavitation. Et dans le grade 5, on va aller jusqu'à la manipulation, on va chercher un phénomène de cavitation, c'est-à-dire de séparation des surfaces articulaires au niveau du cartilage. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat, c'est quoi le craquement, etc. Vous êtes un public averti, a priori, donc c'est, comme vous savez, ce phénomène de cavitation, c'est un phénomène purement sonore, de dépression, et on ne remet pas un os en place, évidemment. Alors, parfois il faut effectivement éduquer le patient à tout ça. Et il faudra surtout s'il a des fausses croyances. Alors, on peut aussi, voilà, ici on peut voir aussi une autre illustration, si l'amplitude de l'articulation est limitée, si le patient est très irritable, au départ, on va plutôt être sur du grade 1 et 2, et puis quand il va devenir moins irritable, on va aller vers du 3 et du 4, parce que l'idée, ça va être de repousser cette limitation, donc cette raideur, pour essayer d'atteindre la full range of motion. Parfois, on y arrive très bien qu'en faisant du grade 3 ou 4, parfois, on va arriver presque à la fin, mais il manquera un petit quelque chose, et c'est là que le grade 5, le thrust, pourra peut-être nous aider à gagner le restant de l'amplitude. En plus, ça, le patient sera peu irritable parce qu'il sera end-range, comme on dit, et donc on peut en général doser plus fortement le grade de mouvement. Alors, un autre concept très connu, Kaltenborn, donc de nouveau, brève introduction. Ici, la biomécanique est plus importante que dans le concept Maitland au départ, même si maintenant on a un shift de croyance aussi au sein du concept Kaltenborn, évidemment, vers les mécanismes neurophysiologiques. Ça fait partie du background de la thérapie manuelle, cette notion de glissement et de roulement. Alors, tout simplement pour rappel, par exemple, si on prend l'articulation du genou, c'est la surface qui est concave, mobile sur une surface convexe fixe ici le fémur. Et donc si on a ça, par exemple, si je fais une flexion du genou, donc j'ai un mouvement du tibia vers l'arrière, je vais aussi avoir un glissement qui va aller vers l'arrière. Donc le glissement va aller dans le même sens que le roulement. Concave, mobile, sur convexe, fixe. A l'inverse, si je prends l'articulation de l'épaule, ici, donc je vais avoir une boule, je vais avoir convexe qui va mobile, d'accord, donc l'épaule va bouger, convexe, mobile, sur la scapula qui est fixe, concave qui va être fixe. Et donc quand je fais au niveau de l'épaule convexe, mobile, sur concave qui est fixe, là je vais avoir un glissement qui va aller dans le sens opposé au sens du mouvement, au sens du roulement. D'accord, tout simplement, ça c'est connu. Alors il y a différents types de grades dans les deux concepts, aussi bien donc Kaltenborn que Maitland. Voilà, à Kaltenborn on est plutôt sur, il y a 3 grades, et en Maitland il y a 4 grades, et il y a le 5e grade qui est donc la manipulation, et le 4e grade dans Kaltenborn. Alors il y a un peu de différence, mais pas tellement, hein. Si on prend ici par exemple au niveau des grades 3, si on prend cette limite, on voit ici hein, qu'on est à ce niveau-là, on est dans les deux concepts, on est sur un grade 3, un peu plus avancé dans le concept Maitland, on est un peu moins dans le Kaltenborn,
il y a un léger décalage par rapport à Catalan-Band, forcément, puisqu'il y a moins de grades, tout simplement. Alors vous choisissez le système de référence que vous préférez. Honnêtement, ça ne m'a jamais trop tracassé ces notions de grade, parce que, à nouveau, il faut travailler d'une part aussi avec le ressenti des mains, mais surtout avec l'input du patient. C'est lui qui va vous dire si vous êtes dans la bonne profondeur ou pas. Donc voilà, donc ça existe, et donc on peut codifier si on veut les techniques en grade 2, 3, 2+, 2, 3-. Enfin, voilà. Alors on a un autre concept très connu aussi, je parle de ces concepts-là parce qu'on va les utiliser après dans la pratique, et comme ça après j'aurais pu faire l'introduction de chaque concept. Mulligan, donc Mobilization Wave Movement, donc de nouveau plutôt anglo-saxon là, comme Maitland. Catalan, c'est plutôt du nord de l'Europe. Et donc, du coup, on a vraiment, dans cette notion Mulligan, australienne, Nouvelle-Zélande, l'avantage, c'est que c'est une combinaison de mouvements accessoires, mouvements accessoires qu'on va corriger passivement, pendant un mouvement actif du sujet. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'on va demander une participation au patient, et on peut de nouveau essayer d'aller au fur et à mesure vers le mouvement fonctionnel qui dérange le patient, c'est-à-dire vers son signe comparable. Donc là, on peut tout à fait y arriver, puisque le concept fit tout à fait avec ça. Et c'est un concept en général qui est doux, qui fait pas mal, qui doit être, la libération de douleur doit être immédiate. Ça doit améliorer la douleur, les amplitudes, et quand ça fonctionne, quand on a une indication, en général, on fait 3 fois 10 répétitions, en sachant que ça varie énormément d'un praticien à l'autre. Tous les praticiens qui ont été formés à Mulligan appliquent parfois un protocole différent. Il y a une revue de la littérature là-dessus, anglo-saxonne, en Angleterre, qui a démontré qu'il y en a qui font 3 fois 6, d'autres qui font 3 fois 20, d'autres qui font 1 fois 20. Donc voilà. Mais la recommandation en général, pure et dure, ton concept, c'est 3 fois le premier jour. Et puis les autres jours, c'est en général 3 fois 10 pour les membres supérieurs et les membres inférieurs. Pour le rachis lombaire, par exemple, c'est 3 fois 6. Pourquoi? J'en sais rien. Mais donc voilà, il y a des variations un petit peu dans des concepts qui sont parfois un peu rigides avec la clinique. Alors dans ce concept Mulligan, pas que, mais entre autres, il y a beaucoup cette discussion de faute, de position de faute, et donc notamment dans des personnes qui ont une cheville instable, donc chronique qui est instable, il y aurait peut-être des positions de faute au niveau du talus, au niveau du talus ici, au niveau de la fibula éventuellement. Et donc ce concept de position de faute est quand même plus ou moins démontré dans la cheville, mais il n'est pas du tout évidemment au niveau du rachis par exemple. Donc les fautes de position, subluxation entre guillemets, n'ont jamais été démontrées au niveau du rachis. Et donc, par contre, au niveau de la cheville, on a quand même quelques études, dont celle-ci, qui montrent qu'effectivement, chez les personnes qui ont une instabilité chronique de cheville, on a par exemple ici une faute de position qui est significativement plus importante du côté pathologique, jusqu'à 3,7 mm, que du côté non pathologique. Donc, par exemple, et c'est une mesure qui est apparemment assez fiable, cette mesure radiologique. Alors on a aussi des fautes de position de la fibula qui ont été aussi publiées, qui existeraient aussi. Et au plus on aurait eu une inflammation importante, c'est-à-dire un hématome important après l'entorse en subaigu, au plus cette faute de position antérieure de la fibula serait importante. Vous pouvez lire ici les valeurs. Et donc en gros, ça veut dire que c'est aussi de nouveau un objectif de traitement éventuellement, d'aller traiter la fibula pour limiter les problèmes d'instabilité chronique de cheville, et une des conséquences, c'est la raideur en flexion dorsale de la cheville. Donc on pourrait éventuellement travailler sur ces fautes de position aussi bien au niveau du talus et de la fibula qui existent en post-traumatique, mais c'est pas parce qu'elles existent que si on travaille dessus, on va améliorer la chose. Vous allez voir, on va en discuter par la suite, mais c'était le postulat de départ. Okay. Alors voilà ici encore, voilà ici justement une autre illustration, les différentes fautes de position antérieure du talus. Donc faute de position antérieure du talus, restriction de mobilité vers l'arrière du talus, et donc tout ça va avoir une limitation sur la flexion dorsale de la cheville. Alors d'après le concept de Mulligan, il faut qu'il y ait
il y a un acronyme, il y a deux acronymes. Le concept PIL, donc ça veut dire qu'il faut que pendant l'exécution de la technique, le patient soit pain-free, donc sans douleur, ce qui honnêtement est rarement le cas en clinique. Honnêtement, si déjà le patient a mal à un mouvement et que vous arrivez à réduire de 50% sa douleur lorsque vous faites la technique Milligan, moi je trouve que c'est déjà pas mal. D'ailleurs, la majorité des études appliquent le concept Milligan déjà s'il y a 50% de réduction des symptômes, voire même parfois moins. Une différence de 2 par exemple sur une base serait déjà une indication dans les études. Mais dans le concept pur et dur Milligan, il préfère qu'il y ait zero pain pendant l'exécution de la technique. Avec des effets qui soient immédiats, et donc c'est vrai que quand il y a une indication, on a des effets qui sont immédiats. Parfois c'est même d'ailleurs surprenant, on peut l'observer, mais on ne connaît pas encore exactement les mécanismes d'action qui sont derrière, qui sont probablement multiples, neurophysiologiques essentiellement, et probablement peut-être même au niveau de ce qu'on appelle la mémoire aversive, etc. Mais donc là, les neurosciences nous donneront peut-être plus d'explications dans le futur. Mais en tout cas, quand ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment parfois même très bien, c'est vrai que c'est parfois impressionnant. Alors après, l'autre lettre double L pour long lasting effect, ça a des effets sur du long terme. De nouveau, moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ça, puisqu'il n'y a aucune thérapie manuelle qui amène des effets à long terme, c'est toujours sur du court terme. L'idée c'est de casser le cercle de douleur pour remettre le patient en mouvement, de casser le cercle de fear avoidance, de peur du mouvement, de promouvoir un phénomène de facilitation motrice, voilà, etc. Donc en gros, qu'est-ce qui va donner les effets à long terme? C'est l'activité physique. D'accord, ça, c'est ce qui va maintenir les aspects à long terme. Donc c'est le starter, c'est le booster pour remettre le patient en mouvement, mais après il faut qu'il bouge. Okay. Alors Milligan donne aussi pas mal d'exercices après le hands-on pour justement avoir ce long lasting effect. Donc c'est vrai que si le patient fait ces exercices, probablement qu'il y a des effets qui vont durer plus longtemps, mais il faut aussi que le patient fasse des mouvements simplement fonctionnels, et donc qu'il y ait une activité d'une part sportive, qu'il aime bien, et peut-être des activités, des exercices plus spécifiques par rapport à son problème au niveau médical. Mais pour ça, il faut encore que le patient le fasse et qu'il soit acteur de sa santé, et donc ça demande un changement de comportement. Les changements de comportement prennent beaucoup de temps chez certaines personnes, et une remise en question, et donc on est là pour les guider éventuellement, comme en kiné, pour aller vers ce chemin, mais tous les patients ne vont pas accepter de prendre ce chemin, avec toute la meilleure éducation thérapeutique et la meilleure volonté que le clinicien pourrait donner. Mais heureusement, la plupart des patients acceptent cette idée-là et le font. Maintenant, le problème, c'est la régularité, la persévérance. Donc, il ne faut pas le faire juste pendant une semaine ou deux, il faut le faire régulièrement. Alors, un autre acronyme, c'est CROX pour contre-indication. Donc, évidemment, toutes les contre-indications si on n'a pas d'effet pile, avec les limites par rapport à la douleur, comme j'expliquais. Les contre-indications aussi par rapport à des réflexes, etc. R pour la répétition, donc au départ 3 répétitions le premier jour et puis 3 fois 10 les autres jours. O pour surpression, pressure, donc on va appliquer une surpression à la fin quand le patient sera moins irritable. C pour communication, parce qu'on va toujours communiquer avec le patient, ça c'est important, pour justement bien pouvoir gérer son vecteur de force, l'intensité de la force, être en harmonie avec le patient quand il va bouger, pour le gêner le moins possible lorsqu'il fait le mouvement et qu'on corrige passivement un mouvement accessoire, et pour qu'on puisse bien vérifier l'effet pile. Et ensuite de la connaissance des plans de traitement, des plans de glissement, des chaînes cinétiques par exemple, on a discuté quelle est la priorité des articulations qu'on va traiter par rapport à un problème donné, une hiérarchisation. On peut utiliser des algorithmes si on veut, mais le raisonnement clinique, il n'y a rien de tel, et ce sera plus centré sur le patient, et c'est ce qu'on demande. Et S pour soutenu, donc on va soutenir la correction passive pendant tout mouvement, aussi bien à l'aller qu'au retour. Alors pour le cours ici, on va commencer, donc c'est un cours sur la cheville, on va commencer par l'articulation tibiofibulaire supérieure. Okay. En cas de trouble musculo-squelettique de la cheville, comme par exemple une entorse, vous allez avoir une implication en général de la tibiofibulaire inférieure. Et donc si vous avez une implication
de la tibiofibulaire inférieure, par exemple avec la faute de position dont on a discuté, ben forcément vous allez avoir une implication, une répercussion sur la tibiofibulaire supérieure, d'accord, parce que c'est un os qui est rigide, d'accord, donc une faute de position là va avoir un impact sur l'articulation au-dessus aussi. Par extension, on pourrait peut-être monter encore plus haut, mais voilà. Et donc, c'est important, on va commencer, donc, quand on va évaluer un trouble musculo-squelettique de la cheville, on doit évaluer et on doit probablement traiter le 1, le 2, donc tibiofibulaire sup, tibiofibulaire 1, tibio-talien ou talo-calcanéen, okay, sous-talien, d'accord, et l'articulation médio-pied, donc c'est-à-dire chopard, d'accord, et liffrant. Ici, dans le cadre du cours, on n'a pas le temps de faire le médio-pied, mais c'est aussi important que la sous-talienne, d'accord. Et donc ça participe beaucoup à la flexion dorsale aussi du pied, l'articulation du médio-pied. Alors voilà, ça c'est important, donc 1, 2, 3, 4 dans le cadre du cours ici. Alors je l'ai présenté dans cet ordre-là parce que voilà, c'est pour expliquer une hiérarchie. Maintenant, en clinique, rien ne nous empêche éventuellement d'abord commencer par le 3 et puis d'aller évaluer et ou traiter la 2 et puis de remonter, d'aller dans l'autre sens. Ça, c'est à vous de voir. Ici, c'est pour hiérarchiser un petit peu le cours. Alors justement, dans cette hiérarchie, ben voilà une étude ici où ils ont étudié justement l'effet donc du travail de cette articulation tibiofibulaire par des travail de manipulation sur l'amplitude en flexion dorsale. Et donc, chez les patients qui avaient une cheville instable. Alors, malheureusement, dans cette étude-là, par exemple, ils n'ont pas démontré d'effet, d'accord. C'est ce que je vous expliquais, il y a la théorie et la pratique, et c'est le gap entre les deux, theory and practice. Et donc, autant il y a des postulats, ouais, il y a des fautes de position, ouais, on peut l'objectiver par radio, ok, et quand on traite, on n'a pas d'effet, d'accord. Alors, je pense que c'est aussi parce que, je vais en parler après, il faut persévérer. Quand on a un problème de raideur, flexion dorsale de la cheville, ou un problème de cheville, une instabilité chronique de cheville, c'est pas en 2 ou 3 ou 4 séances qu'on va régler le problème. D'accord. Il faut vraiment être persévérant. Moi, je le vois par rapport à ma clinique. Donc, peut-être que c'est un des problèmes, c'est ça. Il y en a sûrement d'autres, mais peut-être qu'un des problèmes, c'est ça. Je vous montre juste cette étude-là pour vous dire, voilà, pour montrer, voilà, vous voyez les différents tests qu'ils ont utilisés, par exemple, hein, d'accord, on a déjà discuté justement dans la première partie, et aussi les différentes techniques qu'ils ont utilisées, qui sont les techniques qu'on utilise souvent dans ce contexte-là. Et donc, voilà, je vous ferai une vidéo 19 ici, là-dessus prochainement, pour la manipulation ici en dorso-ventrale de la tibiofibulaire supérieure et de la tibiofibulaire inférieure, d'accord. Et donc, je vous montrerai la vidéo là-dessus, mais c'est ce qu'ils ont utilisé comme technique, qui sont connus. On a fait une autre étude ici avec Anne Fong, un collègue, et toute l'équipe de l'UCL, sur l'effet immédiat de la mobilisation avec mouvement, donc Mulligan, sur la raideur post-traumatique de cheville, d'accord. Et donc, en gros, à la place de faire des thrusts, ici, nous, on a fait une technique Mulligan. Donc on a utilisé un autre concept. Et sur des gens qui avaient des raideurs post-traumatiques de cheville. Et de nouveau ici, c'était une seule session. D'accord. Ici, on voit qu'on n'avait pas d'effet significatif par rapport à un faux traitement. D'accord. Donc ça veut dire aussi de nouveau que même en changeant de concept, par exemple ici avec Mulligan, on n'a pas eu d'effet par rapport à cette amélioration en flexion dorsale de la cheville. On est en train de chercher, avec une autre étude qu'on est en train de terminer, sur justement quelle articulation il faut traiter, est-ce que c'est la tibiofibulaire, la tibiotalienne, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui réagiraient mieux à l'une et à l'autre. Enfin voilà, on est en train de terminer un autre protocole et de faire aussi surtout plusieurs séries de traitements. En tout cas, une seule session aussi, voilà, ici en tout cas on n'a pas d'effet. Voilà par exemple la technique qu'on a utilisée en Mobilization Movement, c'est aussi une technique que je vous montrerai par une vidéo parce que en clinique, ça se fait beaucoup. On a quand même des effets, mais on doit maintenant réussir à prouver au niveau recherche. Et probablement qu'au niveau, il y a des patients chez qui c'est plus indiqué, d'autres chez qui c'est moins indiqué, donc à suivre. Et donc, dans l'étude qui va arriver après. Et donc, c'est ici en révision dans le GMT, donc ça veut dire qu'on a eu un premier retour des reviewers. Et donc, on est en train de travailler dessus en espérant qu'elle va être acceptée. Et là, on a complété justement cette mobilisation par un type classique que Mulligan utilise souvent et qu'on utilise d'ailleurs souvent aussi en clinique sur ce problème. Alors, d'autres illustrations ici de
de trust. Donc ça c'est la même que je vais vous montrer, mais je vous montrerai des variantes. Mais donc là c'est une technique de trust qu'on peut faire dans cette position-là de la tibiofibulaire supérieure, variante en position sur le ventre. On peut faire des mobilisations type Mulligan. Donc je vais peut-être cliquer sur le lien qui va être là ici, où c'est une mobilisation donc activo-passive. D'accord, donc on fait une correction du mouvement accessoire vers l'avant, ici, pendant que le patient fait des squats. Et le patient peut s'auto-traiter. Ici, par exemple, il a pris une flossing band, donc c'est un truc qu'on utilise beaucoup, le flossing en crossfit, entre autres, et de plus en plus en rééducation aussi. Pourquoi? Parce que c'est une bande élastique, en gros, hein, qu'on entoure aussi autour de la partie supérieure de la jambe. Ça permet d'avoir un meilleur grip quand je vais vouloir amener soit une rotation du tibia, ou quand je vais voir pousser par exemple la fibula vers l'avant. Donc le patient va avoir un meilleur grip pour pouvoir appliquer la technique pendant qu'il va faire des lunges, d'accord, ici donc des fentes avant. Donc voilà, ça c'est une autre illustration, vous pouvez cliquer sur la vidéo. Alors technique plus entre guillemets dit Maitland, technique oscillatoire, ici antéro-postérieure, postéro-antérieure, crâniale, caudale. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus sur les différentes techniques de mobilisation de la tibiofibulaire ici inférieure. Donc on a vu les techniques pour la tibiofibulaire supérieure et les techniques pour la tibiofibulaire inférieure. Okay. Et on peut aussi combiner les deux. Donc par exemple ici, une technique passive, on va combiner le glissement postérieur en bas et antérieur en haut, soit en technique de mobilisation grade 1, 2, 3, 4, soit en technique de manipulation grade 5, et ou en Mulligan, entre guillemets, c'est pas vraiment une technique Mulligan en tant que telle, mais on a une participation active du patient en flexion dorsale. Voilà par exemple ici, une illustration d'un travail bilatéral en bas et en haut, en flexion dorsale avec surpression ici, qu'on pourrait classer aussi bien en technique Mulligan, mais elle existe aussi en technique dite muscle energy technique, et donc les maîtres ressemblent fortement parfois, pas tout le temps, mais parfois aux techniques Mulligan, et c'est un concept plutôt les maîtres américains, tandis que Mulligan plutôt Nouvelle-Zélande, Australie. Mais c'est parfois un concept qui se chevauche un peu, puisque c'est activo-passif, et certaines techniques se ressemblent. Donc je vous ferai une vidéo 22 là-dessus. Alors un autre article beaucoup plus ancien, mais que je trouvais quand même intéressant, c'était justement la présentation des différentes techniques qu'on utilise pour le pied et la cheville, et c'est une overview. Voilà, donc de nouveau vous pouvez cliquer sur le lien ici si vous voulez voir l'étude en entier. Et c'est simplement pour dire un peu quelles sont les différentes techniques qu'on va utiliser. Ici par exemple, mobilisation antéro-postérieure, je vous montrerai sur une vidéo antérieure. Voilà, technique de glide, technique tibio-talien, technique au niveau du calcanéum, technique ici de nouveau ici plutôt tibio-talien, etc. Donc c'est toutes techniques qu'on va voir dans les vidéos, mais c'est juste pour vous dire que c'est des techniques qu'on a utilisées aussi bien au niveau clinique qu'au niveau un petit peu de la recherche, parce qu'il y a une multitude de techniques qui existent, ça ne sert à rien de connaître 100 manières de faire la même articulation. Il vaut mieux en connaître, et pas toutes les connaître bien, il vaut mieux connaître 2 ou jusqu'à 3 variantes pour une même articulation, et c'est déjà largement suffisant, mais bien les connaître et bien savoir les faire. Pourquoi il faut avoir des variantes? Parce que pour le confort du patient, peut-être qu'il faudra changer de prise de technique et ou de concept, et aussi en fonction de la communication que vous allez avoir avec le patient par rapport à sa douleur, etc. Et en fonction des morphologies diverses, soignants-soignés, en taille de main, taille de pied, etc. Et là, on voit ici qu'il y a une espèce de technique qui ressemble d'ailleurs à Mulligan, où il y a une espèce de correction postérieur talus pendant un mouvement actif en flexion dorsale du pied. Du bout des doigts, comme ça, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'impact sur le glissement postérieur, mais c'est une ébauche de ce qu'on fait maintenant en Mulligan, je vais en parler après. Alors, voilà aussi de nouveau, pour reparler de la tibiofibulaire inférieure, mais plutôt en concept Mulligan, on peut travailler l'éversion et l'inversion, je vous ferai une vidéo là-dessus. En technique Mulligan d'ailleurs aussi. Souvent, là j'ai pas mis d'éponge, mais souvent dans cette région-là, il faut utiliser une éponge ou un essuie, parce que sinon il y a le frottement de la peau qui peut faire un peu une brûlure, et aussi la compression des nerfs cutanés superficiels qui se retrouvent ici, qui peut parfois donner un peu cette sensation de brûlure. Donc, pour le confort du patient, ici, par rapport au mouvement de peau, pour l'urine indienne, et ou la compression des nerfs, il vaut mieux parfois utiliser une éponge, ça dépend un petit peu, une interface. Ici, donc, on a donc, les versions et inversions donc, en position allongée, puis on a la même chose entre guillemets
avec un mouvement en flexion du genou avec une petite charge, on va dire. On a la même chose en travaillant, j'ai montré déjà avant, en bas et en haut, donc au niveau des deux articulations. On peut éventuellement utiliser un tape aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est le tape qu'on a utilisé dans l'étude que je vais expliquer pour maintenir l'effet de la mobilisation antéro-postérieure de la fibula. Et en repassant surtout, une fois qu'on a mis le tape, de marcher avec ce tape, de faire le weight bearing lunge test par exemple, de faire le star excursion test, de faire différents tests fonctionnels qui sont reproductibles, et de voir si on améliore ce test-là. Si c'est le cas, le patient pourra garder temporairement ce tape. Le but, c'est pas de qu'il garde ad vitam aeternam évidemment, mais pendant cette période de rééducation. Alors on a maintenant un travail plus au niveau de l'articulation tibio-talienne, plus de techniques type Maitland. Et donc ici, par exemple, on a une étude dans le GMPT en 2008 qui a montré qu'un grade 3 antéro-postérieur, au niveau du talus tibio-talien, augmentait donc la dorsiflexion de la cheville dans une population de patients qui avaient une limitation en flexion dorsale. Et donc, c'est intéressant, c'est une technique que je vous montrerai aussi par la vidéo ici 26, et donc ce sera celle-ci, au niveau antéro-postérieur. Ça c'est pour améliorer la flexion dorsale, donc ça c'est quand même important, je vais le souligner entre guillemets. Donc si on est dans le concept mécanique, biomécanique, ceci va améliorer la flexion dorsale de la cheville, et ceci plutôt la flexion plantaire de la cheville. Donc, on peut très bien avoir une limitation en flexion dorsale, ou une limitation en flexion plantaire. Alors de nouveau, en général c'est plutôt la flexion dorsale, mais parfois ça peut arriver en flexion plantaire, par exemple chez les footballeurs, moi j'en ai quand même parfois des limitations à ce niveau-là. Alors ça se voit moins souvent, parce qu'on est plus souvent en flexion dorsale, des surpressions comme ceci, qu'en flexion plantaire, sauf si on se met en position accroupie sur les genoux. D'accord ? Par exemple, dans certains arts martiaux, pour le salut, on se met accroupi sur les genoux, dans certaines postures de yoga, on se met aussi à posture sur les genoux, etc. Ou quand on fait du bricolage, simplement dans sa maison ou dans le jardin. Et c'est là qu'on dit, tiens, j'ai une gêne, j'arrive pas à mettre mes talons vers mes fesses, par exemple, d'un côté. Et donc ça, c'est une limitation en flexion plantaire. C'est moins connu que la flexion dorsale, mais ça existe. Alors, voilà, je vous montrerai aussi dans cette vidéo aussi, si on shift les mains vers le haut, forcément on va aller vers l'articulation qui sera plutôt sous-talienne, donc entre le talus et le calcanéum. Donc en variant les prises, on peut travailler le glissement du talus sur le calcanéum ou du calcanéum sur le talus, c'est selon. Et donc ce sera aussi intéressant à évaluer et à traiter. Okay. Et puis on a la fameuse distraction tibiotalienne et sous-talienne ici, qu'on va pouvoir appliquer. Donc ce sera tibiotalienne et sous-talienne en même temps, ici, cette distraction. Je vous montrerai aussi, j'expliquerai l'intérêt aussi de cette manœuvre. Alors si on utilise vraiment la distraction type Kaltenborn, maintenant en général à ce moment-là il faut sangler le pied pour vraiment fixer le pied et appliquer vraiment une traction qui soit plus puissante. Donc ça c'est plus dans cette notion de Kaltenborn, on fixe le pied, c'est pas du tout une obligation. On peut fixer le pied avec une ceinture Milgram d'ailleurs si vous en avez une aussi sans problème. Et donc là c'est en position sous-maximale, donc c'est-à-dire que le patient a une limitation en flexion dorsale qui est très aiguë, qui est douloureuse par exemple. Et donc je vais aller jusqu'à la limite de la flexion dorsale qui fait mal. Et là, le patient va dire oh, je commence à avoir mal. Je vais relâcher ma flexion dorsale et seulement en relâchant un peu, le patient va me dire c'est plus confort, ok c'est plus confort. Et seulement à cette amplitude-là, je vais alors venir faire mes tractions, soit en traction rythmique, de nouveau, soit en traction continue. Et l'autre ici, soit on va en flexion dorsale, ici on va aller chercher soit en position neutre, soit on va venir, le patient est moins irritable, on va venir vraiment engager la flexion dorsale jusqu'à ce que ça commence à provoquer un petit peu une douleur. Et dans cette position de flexion dorsale, de surpression, là, on va en même temps appliquer la traction. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. On peut évidemment aussi manipuler en HV là, donc en thrust, ici. Ici, on va faire c'est la combinaison d'une traction, ici, avec un glissement postérieur du talus. D'accord ? Donc, on va manipuler comme ceci. Et donc ça je vous montrerai dans la vidéo numéro 28. On peut aussi faire cette même manipulation ici avec une autre prise de main. Je vous montrerai les deux prises de main. À vous de voir laquelle vous préférez. Il faut savoir faire les deux, j'ai envie de dire, parce que justement en fonction de la morphologie du patient,
on va utiliser parfois l'une ou l'autre. Celle-ci, l'avantage c'est qu'on peut combiner un peu différentes directions et qu'on a aussi un petit peu déjà une application de l'avant-pied aussi, donc chopard. Donc c'est un peu plus global, tibio-talien, sous-talien, et on va commencer à induire un petit peu au niveau de prosupination, etc. Donc on va travailler aussi un peu sur l'avant-pied pour corriger les problèmes de glissement vers le bas par exemple, qui fonctionneraient moins bien par exemple, entre guillemets, au niveau naviculaire, etc. Et alors, on a aussi une traction qu'on peut faire avec l'aide de la ceinture Milligan, je vous la montrerai ici aussi, qui est très puissante. On utilise le poids du corps et la ceinture. Donc ça, c'est assez confort et assez efficace. Si on doit posturer longtemps, c'est intéressant d'utiliser cette technique-là. Alors, une autre technique Kaltenborn, mais aussi ostéopathique, qui est la combinaison d'une flexion dorsale avec un glissement antérieur du tibia et postérieur du talus, et en même temps. Donc c'est une manœuvre un peu complexe, je vous la montrerai de nouveau par vidéo. Donc voilà, c'est une technique Kaltenborn et ostéopathique aussi d'ailleurs. On a la technique de mobilisation movement, évidemment Milligan, d'accord, au niveau tibio-talien, parce qu'on n'a pas encore parlé à ce niveau-là, au niveau tibio-talien. Donc là, je peux faire une correction passive pendant que le patient fait une flexion dorsale, avec le genou fléchi. Même chose avec le genou tendu et sur pression. Je peux utiliser aussi voilà, un auto-exercice, par exemple, avec une sangle. On appuie sur le talus pendant un mouvement de lunge, donc de fente avant. Je vous ferai une vidéo là-dessus. La technique assez connue au niveau de la cheville, au niveau tibio-talien, c'est celle-ci, Milligan, c'est celle-ci. Donc je vous ferai une vidéo, la vidéo 31 ici. Et donc là, c'est sur la fibula, ici à droite, et ici c'est sur la tibia, la tibio-talienne. Et donc ici, on va vraiment utiliser la ceinture. Normalement, de nouveau, aussi, on peut mettre une éponge derrière pour le confort du patient, etc. C'est une technique qui semble très puissante, etc. Donc moi, je l'ai souvent utilisée au départ et tout ça. Et puis maintenant, à force d'avoir fait des études aussi de nouveau avec cette technique-là, ben, on se rend compte que la technique est séduisante, parce qu'elle est efficace, puissante, etc. Mais on n'a pas spécialement les effets, malheureusement, toujours escomptés. Chez certains patients, oui, chez certains, non, évidemment. Ça dépend un petit peu. Et l'illustration de ça ici, donc là je parle au niveau clinique, mais l'illustration aussi s'est traduite par une étude qu'on a faite de nouveau au sein du labo. Voilà, une étude que j'ai faite ici justement en comparant les deux techniques que je viens de vous expliquer, donc technique plutôt ostéopathique et technique Milligan, sur des patients qui avaient des raideurs chroniques en flexion dorsale de cheville. Et on n'a pas pu mesurer les différences d'efficacité entre ces deux techniques. Donc les deux techniques en weaving group ont montré une amélioration de la flexion dorsale, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais il n'y a pas eu de différence entre les groupes et on n'a pas dépassé le minimal clinical important difference qui est maintenant, je le rappelle, au weight bearing knowledge test de 1,9 cm qu'on fait au premier cours, ce qui est beaucoup. Chez certains patients on arrivait à 1,2, 1,3, 1,4, mais dépasser 1,9 c'est plus difficile, surtout sur une single session. Okay. Donc de nouveau, ici probablement qu'il faut, et d'ailleurs cliniquement on le voit, il faut vraiment faire un grand nombre de sessions pour améliorer une raideur chronique en flexion dorsale de cheville. Alors peu importe la technique, on voit s'il y a une technique pour laquelle le patient réagit mieux et puis on utilise cette technique-là. Il est possible qu'à un moment donné le patient atteigne un plateau avec cette technique-là et qu'on doit switcher technique. C'est comme une méthode de renforcement de musculation ou autre. Parfois on utilise une méthode, par exemple une méthode pyramidale qui fonctionne très très bien, et puis on n'arrive plus à progresser parce que le corps a atteint ses maximums de capacité physiologique d'adaptation avec cette méthode-là. Il faut rechoquer l'organisme avec une autre méthode totalement différente pour progresser. Et je pense que c'est la même chose avec les différentes techniques de mobilisation. Le corps s'habitue et on ne sait plus gagner ce qu'il faudrait et il faut à ce moment-là changer de technique. Mais il faut commencer par la technique qui fonctionne le mieux. Okay. Alors, on peut aussi faire un tape, je vous montrerai le tape qu'on peut faire. Alors, normalement, on le fait en rigide. Moi, parfois, je le fais en kinésio pour plus de confort pour le patient aussi, surtout s'il y a un phénomène inflammatoire, etc., qui est sous-jacent, s'il y a de l'irritabilité, si c'est un post-traumatique plus ou moins récent, etc. Alors, on a des mobilisations aussi au niveau de la sous-talienne, donc je vous ferai une vidéo là-dessus, ce qu'on appelle dans l'hemiskate. Donc, l'hemiskate, c'est un mouvement, en gros, c'est un mouvement en 8, c'est le signe de l'infini. Et donc, on va en fait vraiment faire un mouvement le plus possible en 8 comme ceci, et on fera plusieurs allers-retours, et on va travailler un petit peu la raideur et la douleur, et au fur et à mesure qu'on fait les 8, on va essayer d'augmenter un petit peu les amplitudes au fur et à mesure qu'on réalise ce 8-là.
Donc c'est pourquoi travailler en 8, parce que c'est dans plusieurs dimensions, et ça correspond au fameux axe de Henck, rappelez-vous le cours que j'ai fait sur le soutien dans la première partie, où l'articulation se trouve vraiment dans plusieurs plans. Et donc le fait de travailler comme ça dans les disquettes, on se laisse tous les plans de traitement, et donc ça correspond bien à cette articulation sous-tanienne de travailler comme ça, soit sur le dos, soit encore plus facile une variante sur le ventre, que je montrerai en vidéo. Je trouve que c'est plus facile à la limite sur le ventre. Alors, ok. Rappelez-vous aussi, par rapport à ça, on peut travailler glissement antérieur-postérieur, comme faire la vidéo que je montrerai sur les prises de position de main, rappelez-vous que je vous expliquais en tibotanien ou bien en sous-tanien, ou même encore les vidéos 13 et 14 dans la première partie, où on part travailler le glissement interne, le glissement externe. Je ferai ces vidéos et donc vous pourrez aller voir ça. Alors, les vidéos que je fais seront sur ma chaîne YouTube. Les autres vidéos, il y a déjà un lien YouTube, c'est pas moi qui les ai faites, donc il faut aller sur le lien YouTube en question. Et ça, pour ça, il faut que vous ayez le PDF du cours. Ça, c'est réservé uniquement aux personnes qui suivent le cours, à qui je suis censé vraiment le donner. Et donc, pour les autres, c'est plus un e-learning. Donc, vous pouvez voir ce cours que je suis en train de vous donner là, et aussi aller sur ma chaîne pour voir les vidéos qui sont disponibles. Pour les autres vidéos, il faut chercher un peu par vous-même en faisant une pause, en regardant le lien. Alors, il y a aussi évidemment très important, j'ai beaucoup parlé du hands-on parce que c'était l'objectif de mon cours ici, dans le cadre du cours entre autres de master ou d'autres formations continues que je donne sur la cheville. Et c'est une partie du cours évidemment, c'est pas tout le cours. Mais donc, il y a dans la notion de la thérapie manuelle, vous savez bien, c'est pas que du hands-on, il y a du hands-off. Donc même si moi j'ai un peu plus focalisé sur le hands-on parce que c'était les parties que je dois donner, et c'est aussi un peu mes préférences hein, de traitement dans la thérapie manuelle, même si j'adore le fonctionnel, hein, j'ai fait l'éducation physique aussi, et voilà, je suis sportif, mais non, bref. Et donc du coup, on a ces fameux exercices thérapeutiques. Alors, l'exercice thérapeutique, il y en a plein, d'accord, il y a différents conseils qu'on utilisait quand il y avait un TMS aigu, comme le concept RICE, PRICE, maintenant on est plus sur police. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de ce qui est le mieux, de ce qui est le moins bien par rapport à ça. Je vais quand même donner mon point de vue. Mon point de vue, en travaillant dans le sport de haut niveau, même de très haut niveau, avec différents sportifs de haut niveau, j'ai jamais vu un sportif de haut niveau qui ne mettait pas de glace quand il avait une blessure aiguë, d'accord. Alors, est-ce que c'est parce que c'est culturel, que ça lui fait du bien, ou j'en sais rapidement que c'est placebo, j'en sais rien, mais ça fait partie de la culture sportive. Donc voilà, après, il faut utiliser ça pour faire autre chose, d'accord. Il faut amener le patient vers autre chose, évidemment. Et donc maintenant, on est plus sur ces deux concepts-là, il y a encore d'autres concepts qui existent, mais comme je dis, j'ai pas envie de rentrer dans la polémique, je pense que chaque concept se défend. Et donc, éviter tout ce qui est plutôt ici, donc éviter tout ce qui est arme, donc c'est-à-dire la chaleur. Donc sur un traumatisme récent, on va pas mettre de chaleur parce que ça va accélérer la circulation sanguine, enfin l'afflux sanguin, et donc c'est pas ce qu'on recherche quand il y a un traumatisme qui est récent. Pas boire d'alcool parce que ça peut augmenter de nouveau le phénomène inflammatoire et ça peut dilater les vaisseaux sanguins et donc augmenter l'afflux sanguin aussi. Éviter de refaire des exercices qui sont contraignants directement dessus, évidemment, et éviter les massages qui pourraient de nouveau aussi augmenter cet phénomène inflammatoire et l'afflux sanguin. Ensuite, on a le concept police, plutôt de protéger dans un premier temps à très court terme d'autres dommages tissulaires, par exemple en utilisant du tape, une béquille ou par exemple des orthèses, par exemple, des attelles, pardon. On va surtout, c'est très important, essayer d'avoir de l'optimal loading, donc on va avoir un repos qui va être utile à très court terme, mais on ne va pas continuer sur un repos qui soit trop longtemps, sinon ça va aller de la raideur, de la douleur, de la faiblesse musculaire, des problèmes d'équilibre et de proprioception. Donc on va assez rapidement essayer de mettre progressivement en charge la cheville ici, puisqu'on parle de la cheville, en charge progressive. On peut utiliser de la glace, comme j'ai dit, 15 à 20 minutes dans les
3 à 5 premiers jours du traumatisme. Après, ça ne sert plus à grand chose. On peut comprimer aussi dans les 3 à 5 premiers jours aussi pour éviter limiter ce phénomène inflammatoire et avoir une position aussi plus élevée de la cheville pendant quelques jours. Mais donc assez rapidement, on va essayer de mettre en charge progressivement le membre qui est lésé. Alors voilà la prévention par la suite des blessures, la pyramide de prévention des blessures. La base, c'est vraiment le loading management, donc c'est important. Le plus important pour la prévention des blessures, c'est de gérer la charge, entre autres physique, pour éviter tout ce qui est tendinopathie ou autres blessures. Alors ensuite, il faut suffisamment de force, donc il faut travailler la force pour éviter les blessures, il faut travailler les patterns de mouvement, chaîne cinétique par exemple. Il faut avoir de la mobilité, donc stretching c'est plus en termes de mobilité active aussi, donc la mobilité active va dépendre de l'état capsulaire, ligamentaire, musculaire, etc. Donc c'est pas que du stretching musculaire, donc il faut avoir une bonne mobilité pour justement avoir des meilleurs mouvements par exemple, des meilleurs patterns de mouvement. Alors en termes de loading, on a toutes des caractéristiques qui sont plus vers l'optimal load et des caractéristiques qui sont plus vers le suboptimal load, d'accord. Et donc voilà, il faut en général plutôt être plus centré vers le patient quand c'est faisable. Quand on s'occupe en face-to-face, en one-to-one, un patient, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être dans l'optimal load qui est ici. Mais quand on ne s'occupe pas du patient, quand on lui donne des exercices éventuellement, ou que le patient veut faire ça entre guillemets un peu par lui-même, il peut être dans le suboptimal, d'accord. Mais donc dans tous les cas de figure, il faudra travailler ce loading management, de mise en charge progressive qui est important. Et je vous laisse lire les différentes caractéristiques par rapport à ça. Donc évidemment, l'optimal load sera orienté vers le fonctionnel et vers le signe comparable du patient. Alors on a différents types de contraintes qu'on peut appliquer sur les tendons, par exemple en cas de tendinopathie. Il y a une autre forme de TMS qu'on peut avoir, des compressions, des frictions, des tensions, la combinaison de différents types de tensions. Donc l'idée c'est vraiment dans cette gestion de optimal load d'utiliser progressivement différents types de tensions. Alors pour les blessures, la course à pied, on a aussi justement la tolérance à la charge avec les capacités tissulaires. Et donc on a différentes idées ici de 1 à 9. Là c'est sûr que si vous voulez vraiment vous intéresser spécifiquement à la course à pied, aux différentes pathologies, puisqu'il y en a quand même beaucoup du coureur, l'idéal c'est d'aller, rien à faire, c'est de faire une formation ou de lire en tout cas un minimum le livre de la clinique du coureur. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est quand même bien fait et c'est vraiment axé sur les pathologies de la course à pied. Et c'est une vision contemporaine du problème qui est très intéressante. Alors si vous voulez justement travailler plutôt de problèmes comme les fascites plantaires, voilà ici par exemple différents types d'exercices qu'on peut faire, que vous retrouvez aussi d'ailleurs avec une coureur. Ne pas oublier l'aspect alimentaire et nutritionnel dans certaines pathologies inflammatoires. Ça commence un petit peu, il y a toujours des polémiques, mais enfin bon, voilà, il y en a qui disent que l'acidité, l'aspect acide basique peut éventuellement avoir un effet sur les phénomènes inflammatoires. Voilà, ça va approfondir, je ne suis pas nutritionniste. Alors par contre, au niveau de la quantification mécanique du stress, donc la clinique du coureur, ça c'est un graphe que je trouve vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, en fait, on va avoir ici, donc on va avoir ici aucun stress mécanique. On va avoir le stress minimum pour créer des adaptations physiologiques tissulaires. Et en orange, rouge, ici on a les 100% de capacité maximale d'adaptation. Alors ça c'est dans la clinique coureur qui a cette quantification mécanique du stress. Vous avez une petite vidéo qui l'explique ici, vous pouvez cliquer sur le lien. Mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quel sport. Donc ça peut être appliqué à tout type de sport et je recommande à tous les sportifs d'utiliser ça. Et donc le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que ses capacités d'adaptation tissulaire physiologique. Il est quantifié quotidiennement, donc c'est-à-dire tous les jours, le stress mécanique appliqué donc au système neuromusculo-squelettique est la meilleure manière d'éviter des blessures. Donc ça s'adresse à des sportifs déjà un peu quand même effectivement plutôt confirmés, parce que quotidiennement ça veut dire qu'on est plutôt un sportif confirmé si on s'entraîne tous les jours. Mais pour un sportif qui débute et qui voudrait faire du sport très régulièrement, ça s'applique aussi, parce qu'il risque d'être en surcharge assez vite. Si on prend des sports,
en termes de contraintes, donc de stress mécanique, 0 une contrainte, 10 contraintes insupportables, enfin, très fortes, pardon. On a la natation, entre guillemets, qui se rapproche de 0, mais qui n'est pas 0 évidemment. On a le vélo qui va se trouver à ce niveau-là, la marche qui commence à être un peu plus contraignante, le ski de fond, le jogging qui se trouve plus ou moins au milieu, donc c'est pas l'activité, la course à pied la plus contraignante. L'intervalle training, là, qui commence à être pas mal. La pliométrie, l'haltérophilie, tout ce qui est rameur par exemple, etc. Ou crossfit, on est plutôt dans cette zone-ci. D'accord. Et donc du coup, déjà c'est important de savoir quel type de sport vous pratiquez, et donc de savoir qu'en fonction de l'activité que vous pratiquez, vous n'avez pas du tout le même stress. Donc voilà, je reviens toujours à cet exemple-là, faire du crossfit tous les jours pendant 1 heure ou 2, ça peut très vite mener à un surentraînement et trouver le musculo-squelettique. Donc ça c'est important, donc l'activité déjà. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est donc on a une zone de repos. Donc si je suis en dessous de cette zone de stress minimum, d'accord, pour créer les adaptations ici, ben, je vais avoir aucune adaptation physiologique. Donc je ne vais pas m'améliorer sur différents paramètres de conditions physiques déjà, et en termes de qualité tissulaire non plus. Si je dépasse un petit peu donc ce stress minimum, là je vais être dans la zone d'adaptation, et c'est la zone de travail qui va augmenter les capacités du corps à supporter le stress. D'accord. Et donc c'est ces zones-là qu'il faut viser pour avoir ce qu'on appelle un phénomène de surcompensation sur différents systèmes. Ici on parle essentiellement du système musculo-squelettique. D'accord. On va avoir aussi un effet sur le métabolisme neurophysiologique, neuroendocrinien, etc. Et donc c'est dans cette zone-là qu'il faut être. Si je dépasse la zone, la 100% de capacité maximale d'adaptation ici, je vais avoir une douleur soit pendant l'activité, soit après l'activité, ou avoir des raideurs, par exemple, matinales, fasciite plantaire, par exemple. Et donc, du coup, une douleur au matin dans les premiers pas. Et donc, du coup, c'est important de vraiment rester dans cette zone-ci pour avoir des bienfaits de contrainte. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut alterner l'activité et le repos. Activité, repos. Et donc, et varier les activités aussi. Donc, normalement, idéalement, si vous faites du sport tous les jours, il ne faut pas faire tous les jours, par exemple, du crossfit. Ça peut être votre activité principale, 3 à 4 fois par semaine, mais si vous entraînez tous les jours, c'est bien de varier et faire 2 ou 3 autres activités différentes, d'accord, et moins contraignantes aussi, par rapport à cette échelle ici qui est présente. Alors évidemment, la quantification mécanique du stress dépend aussi de votre vie professionnelle, du stress physique et psychique que vous allez avoir dans votre vie professionnelle, du type d'activité physique que vous faites, de la fréquence et de l'intensité, donc du volume d'entraînement, et des activités de la vie de tous les jours, si vous bricolez beaucoup ou autre chose. D'accord. Donc ça c'est important de bien comprendre cette gestion de la charge, c'est fondamental. Et donc je vous réfère de nouveau soit à faire une formation avec les coureurs, soit à minima à lire le livre. Pour la prescription d'exercice, ça montre très bien comme concept justement dans la gestion de la charge. Après, donc, on a des exercices plus thérapeutiques en chaîne ouverte par exemple ici, d'accord, avec des élastiques par exemple. On peut utiliser, vous connaissez les différents types de matériel, différents types de surfaces instables, différents types de mouvements fonctionnels, des sauts, etc. Donc on a un range assez important dans les exercices thérapeutiques. On peut utiliser des squats, on peut utiliser aussi des tests qu'on a fait, comme le step down frontal et le step down latéral qu'on a fait en test. On peut aussi utiliser en rééducation, avec ou sans, par exemple, technique Milgram, avec ou sans taping par exemple, etc. Et modifier la mise en charge progressive de ces tests-là, par différents systèmes. Exercice proprioceptif, voilà, on peut utiliser, si on veut ce genre de matériel, on peut utiliser le Star Excursion Test comme test, mais aussi comme entraînement. On peut utiliser dans le yoga, il y a pas mal de mouvements sur une jambe aussi, dans le crossfit, il y a pas mal de mouvements sur une jambe aussi, donc on peut faire des automobilisations ici, par exemple, soutaliennes, ça peut être intéressant aussi. On peut utiliser du thé, par exemple, ici, plus par exemple pour un problème de fasciite plantaire, c'est une manière de gérer la charge aussi. On peut faire un thé, comme je l'ai montré avant, et que je montrerai les vidéos plus au niveau fibula, au niveau tibiotalien, etc. Alors, la conclusion du cours, qui n'est pas exhaustive, mais voilà quelques points importants. Pour les troubles musculo-squelettiques de la cheville, il faudra donc balancer le hands-on et le hands-off en fonction de l'évolution du patient, d'accord, parce que je rappelle que le cours ici était plus
à tendance hands-on, mais c'est pas pour ça qu'il faut oublier le hands-off. Toujours combiner les deux, d'accord. Le pourcentage de combinaison en faveur de l'un ou de l'autre va dépendre de chaque patient, et au sein de chaque patient va dépendre de son évolution, ok, et de ce que vous allez trouver chez lui au niveau clinique. Avoir un optimal load aussi bien en hands-on qu'en hands-off, il faut aussi bien gérer la fréquence, l'intensité et la force dans le hands-on que dans le hands-off, d'accord, pour ne pas justement dépasser les capacités maximales d'adaptation du patient et donc ne pas créer un phénomène de surcompensation qui soit favorable, mais plutôt des effets secondaires, d'accord. Ne pas oublier les sélections d'interdépendance régionale, donc de chaînes cinétiques, donc de grâce. Ne travaillez plus en topographique loco-régional, d'accord. Le patient a la cheville par exemple, essayez d'ouvrir votre esprit, d'aller voir ce qui se passe au-dessus de la cheville, ce qui se passe en dessous de la cheville, d'accord. Gardez un esprit ouvert. Je ne dis pas qu'il faut aller traiter l'oreille pour un problème de cheville, okay, mais au moins jusqu'au niveau du bassin, d'accord. Alors, certains troubles musculo-squelettiques demandent du temps et de la détermination de la part du patient, comme du thérapeute, en particulier par exemple pour la raideur chronique de la cheville et l'instabilité chronique de la cheville. C'est pas en 2 ou 3 séances que vous allez avoir des effets. Les études le montrent d'ailleurs, et mon expérience clinique aussi. Et donc il faut vraiment que le patient soit déterminé et que le kiné le soit aussi pour arriver à des résultats. Et après, pour maintenir ces résultats dans le temps, d'accord, il va falloir que le patient fasse des exercices. Il n'y a rien à faire. Alors pour la prévention, on peut utiliser donc la quantification mécanique du stress et la pyramide de la prévention des blessures que je vous ai montré juste avant. Et on va évidemment faire de l'éducation thérapeutique à différentes étapes du processus de soins en fonction des besoins du patient. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Voilà, donc je vous remercie. Fin de ce cours sur la thérapie manuelle orthopédique de la cheville. En termes de bilan et en termes de traitement, évidemment, ce n'est pas exhaustif, d'accord, mais c'est plus par rapport à la thématique que je voulais développer, qui sont plus dans mon expertise et qu'on rencontre souvent en clinique aussi. Donc voilà, portez-vous bien et au plaisir.